Le soir où ma fille a posé sa cuillère 3 fois de suite, j'ai failli ne pas le remarquer. J'étais en train de prendre un morceau de pain dans la corbeille, écoutant d'une oreille distraite Marc décrire son portefeuille d'actifs, un discours sur les marchés émergents et des rendements annuels de 12%, quand j'ai entendu ce bruit. 3 petits coups secs, la porcelaine contre la porcelaine, à peine audible sous le brouhaha de la conversation. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma fille sourire à Marc en hochant la tête. Ses mains étaient sagement croisées sur ses genoux, sa cuillère posée à côté de son bol de soupe. Pour n'importe quel autre convive à cette table, il ne s'était rien passé, mais c'est moi qui lui avais appris ce signal quand elle avait 9 ans. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Jean-Pierre. J'ai 61 ans. Pendant 32 ans, j'ai travaillé comme inspecteur principal à la brigade financière pour une grande banque régionale à Lyon, le genre de métier que la plupart des gens trouvent ennuyeux dans les dîners mondains, jusqu'à ce que je commence à raconter mes dossiers. La retraite est arrivée il y a 18 mois. Et pour être honnête, je ne l'ai pas très bien vécu au début. La maison semblait trop silencieuse. Mon épouse, Hélène, nous a quittés il y a 4 ans. Emportée par une maladie qui a progressé plus vite que ce qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer, et sans le bureau pour combler mes journées, le silence de notre foyer est devenu une présence avec laquelle j'ai dû apprendre à cohabiter. Ma fille, Claire, a 34 ans. Elle est professeure des écoles dans une petite commune à 20 minutes de chez moi. Elle a le rire de sa mère, ce rire rapide et surpris, comme si la joie la prenait toujours au dépourvu, et l'entêtement de son grand-père, ce qui l'a servi autant que cela lui a causé des problèmes. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a failli, vers la fin de sa vingtaine, avec un homme prénommé Patrice, qui s'est avéré être quelqu'un de totalement différent de ce qu'il prétendait être. Cette expérience a laissé une trace, pas une cicatrice visible, mais ce genre d'empreinte qui modifie votre façon de vous comporter avec les inconnus. Elle est devenue prudente après Patrice. Délibérément, presque exagérément prudente. Alors, quand elle m'a appelé début mars pour me dire qu'elle voyait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'elle voulait me présenter, j'ai immédiatement remarqué la légèreté dans sa voix. Cela faisait des années que je ne l'avais pas entendu ainsi. Il s'appelle Marc. Valory, m'a-t-elle dit. Il a 42 ans. Il est conseiller en gestion de patrimoine, à son compte. J'ai noté le nom, une vieille habitude professionnelle. Et il te plaît? Ai-je demandé. Papa, a-t-elle ri, je l'apprécie vraiment. Nous avons convenu qu'elle l'amènerait pour son dîner d'anniversaire. Elle fêtait ses 34 ans en avril. Chaque année depuis le départ d'Hélène, nous avions gardé cette tradition, juste nous deux, ses lasagnes préférées et la belle nappe qu'elle avait choisie elle-même chez Maison du Monde quand elle avait 19 ans et qu'elle se sentait très adulte. Cette année, pour la première fois, il y aurait une 3e chaise. J'ai passé les 2 semaines précédant ce dîner à faire ce que tout inspecteur de fraude bancaire à la retraite ferait. J'ai enquêté sur Marc Valory. Ce que j'ai trouvé n'était pas alarmant au premier abord. Il possédait une immatriculation commerciale légitime au greffe de Lyon, une présence en ligne modeste mais professionnelle, et quelques témoignages de clients sur un site web conçu avec soin, pas trop tape à accent grave-l'œil, juste assez crédible. Il avait travaillé pour un cabinet de gestion de fortune de taille moyenne pendant 11 ans avant de s'installer en indépendant il y a 6 ans, mais il y avait des lacunes, de petits vides chronologiques, le genre de détails qui ne signifient rien isolément, mais que j'avais passé 3 décennies à apprendre à repérer. Son profil LinkedIn affichait des relations, mais très peu d'interactions réelles. Son adresse professionnelle correspondait à un bureau partagé, tout à fait légal et courant pour les indépendants, mais à noter tout de même. Et quand j'ai cherché son nom associé au mot « plainte » ou « litige », je n'ai rien trouvé. Cela semble rassurant, mais dans mon métier, cela peut signifier 2 choses.
Soit l'homme est honnête, soit il est extrêmement méticuleux. Je n'ai rien partagé de tout cela avec Claire. Je n'avais rien de concret. Et plus que tout, je m'étais promis, après l'épisode Patrice où j'en avais trop dit trop vite, abîmant notre relation pendant 1 an, que je ferais d'abord confiance. Je lui laisserai le bénéfice du doute. J'ai acheté une nouvelle chemise pour le dîner. Hélène aurait trouvé cela amusant. Marc est arrivé avec exactement 12 minutes d'avance. Je l'ai remarqué. Immédiatement. Non pas que la ponctualité soit suspecte en soi, mais arrivé 12 minutes en avance à une première rencontre avec le père d'une petite amie est un choix délibéré. Cela traduit une volonté de contrôler l'espace avant que les autres n'y entrent. Il était grand, séduisant d'une manière très travaillée. Plutôt que naturelle, la coupe de cheveux parfaite, des vêtements bien coupés. Sans être ostentatoire, et une poignée de main ferme mais sans agressivité. Il a apporté une bouteille de vin, un Saint-Émilion de milieu de gamme avec une belle étiquette. Il a complimenté la maison d'une manière spécifique plutôt que générique. Il a remarqué la photographie d'Hélène sur le buffet de l'entrée et a dit doucement que Claire lui avait confié à quel point elle me manquait. C'était exactement ce qu'il fallait dire, au moment exact où il fallait le dire. J'ai regardé Claire le regarder. Son visage s'est illuminé comme une fenêtre qu'on ouvre. Nous nous sommes mis à table. Les lasagnes suivaient la recette d'Hélène. Et je les ai cuisinées assez souvent maintenant pour qu'elles aient presque le bon goût. Claire a versé le vin que Marc avait apporté. Il m'a interrogé sur ma retraite, m'a écouté attentivement, a posé des questions pertinentes. Il a parlé de son travail de manière accessible sans être condescendant. Il savait manifestement que je m'y connaissais en finance et il a ajusté son discours en conséquence. Il était doué. Je dois le reconnaître, il était vraiment très doué. Nous en étions au milieu du dîner, la salade était terminée et les lasagnes entamées de moitié, quand la conversation a dérivé sur l'école de Claire et une nouvelle réforme académique qui l'agaçait. Marc l'écoutait, compatissait, et a tendu la main sur la table pour lui effleurer brièvement le bras. C'est là que je l'ai entendu. 3 coups, légers et délibérés. La cuillère de Claire contre le rebord de son verre d'eau. Ma main s'est figée. J'ai gardé un visage de marbre. Le truc avec un signal comme celui-là, c'est qu'il ne fonctionne que si les 2 personnes s'en souviennent. Je n'y avais pas repensé depuis des années. Je n'étais même pas certain que Claire s'en souvenait. Nous l'avions créé quand elle était en CE2, après un incident à l'école avec un enseignant qui la mettait mal à l'aise d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer directement aux adultes. Je lui avais dit, si jamais tu es quelque part et que tu sens que quelque chose ne va pas, mais que tu ne peux pas le dire tout haut, utilise le signal. 3 coups sur n'importe quel objet proche. Je saurai. Je m'en occuperai. Elle s'en souvenait. Je l'ai regardée. Elle regardait toujours Marc, souriante, acquiesçant à ce qu'il racontait. Mais sa mâchoire était contractée d'une façon que je reconnaissais, la même expression qu'Hélène avait quand elle gardait quelque chose pour elle. J'ai porté mon verre à mes lèvres, pris une gorgée lente, puis je l'ai reposé. Marc, ai-je dit, parlez-moi davantage de votre cabinet. Claire m'a dit que vous travaillez principalement avec des particuliers. Il a souri. En grande partie. Oui. Je trouve que le travail institutionnel est trop déconnecté de l'impact réel. J'aime connaître les gens que j'aide, savoir vers quoi ils tendent. C'est une belle philosophie, ai-je répondu. Quel genre de rendement obtenez-vous pour vos clients ces derniers temps? Et c'était parti. Il était fluide et sûr de lui. Il a décrit une approche d'investissement propriétaire, diversifiée, mais avec une concentration stratégique sur des secteurs qu'il jugeait sous-évalués. Il a cité quelques noms de cabinets, quelques termes techniques. Tout ce qu'il disait était plausible.
Mais tout ce qu'il disait était aussi impossible à vérifier autour d'une table à dîner. J'ai souri et j'ai enregistré chaque mot. Après le dessert, Claire est allée dans la cuisine pour préparer le café. Marc et moi nous sommes retrouvés seuls pour la première fois. Elle est merveilleuse, a-t-il dit en faisant un signe de tête vers la cuisine, vous l'avez bien élevée. J'ai eu de l'aide, ai-je répondu, sa mère a fait le plus gros du travail. Il a hoché la tête avec sympathie. Puis, d'une voix chaleureuse et presque désinvolte, il a ajouté que Claire lui avait mentionné que j'avais des fonds placés sur un vieux plan d'épargne retraite datant de mes années à la banque. Il a dit qu'il savait qu'il était tôt pour cette discussion, mais qu'il aimerait beaucoup s'asseoir avec moi un jour pour me montrer ce qu'il pourrait en faire. Et voilà. Le loup sortait du bois. J'ai gardé une expression neutre, ce visage que j'avais utilisé pendant 32 ans face à des gens qui pensaient être subtils. Je suis assez conservateur avec cet argent, ai-je dit, une vieille habitude. Bien sûr, a-t-il répondu immédiatement, aucune pression, c'est juste une porte ouverte. Claire est revenue avec le café. La conversation a changé de sujet. Marc a été charmant. Tout le reste de la soirée, attentionné, drôle au bon moment, gracieux au moment de partir. Il m'a serré la main chaleureusement et a dit qu'il espérait que nous remettrions cela bientôt. Je suis resté sur le perron à regarder sa voiture s'éloigner. Puis je suis rentré et j'ai appelé mon ancienne collègue de la banque, Béatrice. Elle avait passé 28 ans à la conformité financière avant de rejoindre un cabinet de conseil en réglementation, et c'est l'une des personnes les plus perspicaces avec qui j'ai jamais travaillé. Elle me devait aussi une faveur suite à une affaire de 2019 dont je ne donnerai pas les détails, mais qu'elle n'avait jamais oublié. Je l'ai appelée à 21h30 ce soir-là. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. J'ai besoin d'une enquête de fonds complète sur un nom, ai-je dit. Conseiller financier indépendant dans la région lyonnaise, nommé Marc Valory. Il y a eu une pause. Jusqu'à quel point? Jusqu'à trouver ce qu'il ne veut pas qu'on trouve. Elle m'a rappelé 48 heures plus tard. J'étais dans le garage, en train de restaurer un vieux bureau qui appartenait au père d'Hélène, une façon d'occuper mes mains, quand le téléphone a sonné. Jean-Pierre, a dit Béatrice. Où ta fille a-t-elle déniché cet homme? J'ai senti un froid me glacer la poitrine. Raconte-moi. Le vrai nom de Marc Valory était Marc Valory. Il l'avait légalement modifié il y a 6 ans, au moment même où il s'était mis à son compte. Béatrice avait trouvé 2 plaintes formelles déposées auprès d'eux. L'autorité des marchés financiers, toutes 2 émanant de femmes de entre 50 et 60 ans, toutes 2 veuves. Décrivant un schéma presque identique, une relation amoureuse qui se développait lentement et chaleureusement pendant plusieurs mois. Suivi d'une introduction progressive d'opportunités d'investissement qui s'avéraient être des fonds détournés via des sociétés écrans vers des comptes difficiles à tracer. Les 2 plaintes avaient été réglées discrètement par des accords financiers scellés. Il y avait aussi un 3e cas, pas une plainte formelle mais une action civile intentée dans le sud de la France, qui avait été abandonnée quand la plaignante, une ancienne directrice d'école de 67 ans, était décédée d'une rupture d'anévrisme avant le procès. Dans chaque cas, la femme avait été présentée à Marc par quelqu'un de confiance, une amie, un collègue. Quelqu'un que Marc avait lui-même déjà séduit pour s'infiltrer dans son cercle de crédibilité. Je me suis assis par terre dans le garage, le téléphone à la main. À quel point? Ma fille est-elle en danger? Ai-je demandé. Ça dépend, a répondu Béatrice. Prudemment. Lui a-t-il demandé de l'argent directement? Pas encore. Mais il a évoqué mon plan retraite au dîner. Jean-Pierre, sa voix était ferme, il est déjà en train de préparer le terrain. La relation avec Claire n'est que le véhicule.
La véritable cible, c'est toi. J'ai repensé aux 12 minutes d'avance, au vin au prix calculé, aux commentaires sur la photo d'Hélène, à la façon dont il m'avait écouté toute la soirée pour s'adapter en temps réel. Il n'avait pas été charmant, il avait été calculateur. Je dois parler à Claire. Ai-je dit. Tu dois faire attention à la manière dont tu le fais, a prévenu Béatrice. Si elle est investie émotionnellement et que tu arrives avec des accusations avant d'avoir des preuves qu'elle peut voir de ses propres yeux, tu vas la perdre. J'ai vu cela arriver souvent. Ces hommes sont doués pour faire passer le membre de la famille pour le problème. Je savais qu'elle avait raison. J'avais vu cette même dynamique de l'autre côté de mon bureau plus de fois que je ne pouvais les compter. La cible défend l'escroc. Le proche devient l'ennemi. L'isolement se referme sans que l'escroc n'ait à lever le petit doigt. Donne-moi quelques jours, ai-je dit. Je veux expliquer quelque chose sur l'escroquerie sentimentale que la plupart des gens ne comprennent pas, parce que c'est la partie où je perdais souvent mes interlocuteurs dans les dîners, celle où ils disaient « Mais pourquoi n'a-t-elle pas juste dit non ?» La réponse est qu'au moment où la demande d'argent arrive, dire non n'est plus une chose simple. Marc était dans la vie de Claire depuis 4 mois. 4 mois de dîner, de week-end et de conversation tard dans la nuit. 4 mois à être la personne présente quand elle était fatiguée ou déçue, celle qui se souvenait des petits détails mentionnés des semaines plus tôt, celle qui lui donnait l'impression, pour la première fois depuis Patrice, d'être véritablement vue. Ce n'est pas un accident. C'est de l'architecture. Chaque moment de chaleur était une brique dans une structure conçue pour lui faire sentir que douter de lui reviendrait à douter de son propre jugement, de sa propre valeur à être aimé. Le signal m'avait dit qu'elle sentait déjà que quelque chose clochait. Mais sentir que quelque chose ne va pas et être prête à démanteler 4 mois d'espoir soigneusement construits sont deux choses très différentes. Je devais lui donner quelque chose qu'elle ne pourrait pas contester, quelque chose qui rendrait la décision évidente. J'ai donc tendu un piège. J'ai appelé Claire le lendemain matin et je lui ai dit que j'avais réfléchi à ce que Marc avait dit au dîner concernant mon épargne. Je lui ai dit que j'étais ouvert à l'idée d'en savoir plus. J'ai demandé si elle pouvait organiser une réunion, tous les 3, chez moi ce week-end. Elle a marqué une pause. Vraiment ? Je pensais que tu tenais à ce que tes comptes restent là où ils sont. J'ai 61 ans, ai-je répondu, il est peut-être temps d'arrêter d'être aussi têtu. Elle a ri. Ce rire m'a fait un peu mal. Le rendez-vous a été fixé au samedi après-midi. J'ai passé la semaine à me préparer. J'ai contacté un ancien client, Luc, un homme qui avait travaillé dans la police judiciaire économique et qui faisait maintenant du conseil privé, pour lui demander d'être en alerte. J'ai appelé ma banque pour placer une alerte temporaire sur tous mes comptes. Par pure précaution. J'ai aussi rappelé Béatrice pour qu'elle prépare un dossier papier résumant ses découvertes, pas encore pour Claire, mais pour le moment opportun. Et j'ai appelé Claire le jeudi soir, pas pour parler de Marc, juste pour discuter des élèves, d'un livre qu'elle lisait, du printemps qui arrivait. Elle avait l'air heureuse. J'ai écouté et j'ai dit ce qu'il fallait, et quand j'ai raccroché, je suis resté longtemps assis dans le fauteuil près de la fenêtre où Hélène lisait autrefois. J'ai pensé à la façon dont Claire avait posé cette cuillère 3 fois, comment elle avait su que quelque chose n'allait pas avant de pouvoir le nommer, comment ce signal avait traversé les années et les non-dits pour fonctionner encore, net comme une clé dans une serrure. Samedi est arrivé. Marc est encore venu en avance, encore avec une bouteille de vin, et s'est installé à ma table de cuisine avec son ordinateur et un prospectus imprimé pour un fonds nommé « Valoris Croissance Patrimoine ». Il était organisé, professionnel. Il m'a exposé les rendements projetés, la stratégie de diversification, l'atténuation des risques. Il avait une réponse pour chaque question que je posais.
Mais j'avais passé 32 ans à poser des questions qui n'en étaient pas vraiment. Ce dépositaire tiers que vous mentionnez, ai-je dit en pointant une ligne du prospectus, expliquez-moi comment. Les fonds des clients sont conservés. Il l'a expliqué avec fluidité. Je lui ai demandé d'écrire le nom du dépositaire et son numéro d'agrément. Il l'a fait. Sans hésiter, ce qui m'a indiqué qu'il s'était préparé à cette question, et que le nom et le numéro seraient valides lors d'une recherche superficielle. Et les fonds sous-jacents, ai-je demandé, sont-ils enregistrés auprès de l'AMF? Absolument, a-t-il dit, je peux vous fournir les documents d'enregistrement. Ce serait parfait, ai-je souri. En fait, mon ancienne collègue à l'autorité des marchés financiers pourra peut-être les obtenir plus vite que vous. Ça ne vous dérange pas si je l'implique cette semaine avant de prendre une décision? L'atmosphère dans la pièce a changé. C'était subtil, Marc était trop entraîné pour que ce soit flagrant, mais je l'ai senti. La température derrière ses yeux a chuté d'1 degré. Bien sûr, a-t-il dit, je n'y vois aucun inconvénient. Merveilleux, ai-je ajouté. Elle s'appelle Béatrice. Elle a passé presque 30 ans à la conformité. Un vrai bulldog, cette femme. J'ai marqué une pause. Juste assez longue. Je crois qu'elle a d'ailleurs travaillé sur des dossiers dans cette région il y a environ 6 ans, pile au moment où vous vous êtes mis à votre compte. Drôle de coïncidence. Marc m'a regardé. Je l'ai regardé en retour. Claire nous observait tous les deux. Le silence a duré 4 secondes. Je l'ai compté. Puis Marc a commencé à rassembler ses papiers. Il ne s'est pas enfui, je lui accorde cela, ce n'était pas un homme qui perdait son sang-froid. Il a conclu calmement, disant qu'il serait peut-être préférable de fixer un suivi plus formel car il voulait s'assurer d'avoir toute la documentation exacte sous la main. Il m'a serré la main. Il a embrassé Claire sur la joue. Je l'ai raccompagné à la porte. Quand j'ai ouvert, Luc était sur le perron. Luc s'est présenté et a expliqué très calmement qu'il avait été chargé de remettre certaines informations et qu'il serait dans l'intérêt de Marc de rester disponible pour une conversation ultérieure avec les enquêteurs financiers. Car une enquête venait d'être réouverte suite à de nouveaux documents soumis cette semaine. Marc est resté immobile un instant. Puis il s'est dirigé vers sa voiture. Il est parti. Lentement, comme un homme qui comprenait que fuir lui coûterait plus cher que de rester calme. J'ai refermé la porte d'entrée. Claire se tenait dans l'encadrement de la cuisine. Elle avait le prospectus de Marc à la main et elle le regardait comme on regarde un objet qu'on essaie de comprendre. Papa, a-t-elle dit, depuis combien de temps sais-tu? J'ai eu des doutes au dîner. Ai-je répondu, et j'en ai eu la certitude mardi. Elle a posé le document sur le buffet de l'entrée, délicatement, comme s'il risquait de briser quelque chose. Puis elle a pressé ses mains contre ses yeux. Je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-elle murmuré, je ne savais pas quoi. Je ne voulais pas que ce soit vrai. Je sais, tu as utilisé le signal. Je sais, ai-je dit, je l'ai entendu. Elle est restée là un moment, les mains sur le visage. Puis elle a pris une grande inspiration, a baissé les mains et m'a regardé. Elle avait exactement l'expression de sa mère, celle qu'Hélène affichait quand elle en avait fini avec une épreuve et qu'elle était prête à avancer. À quel point est-ce grave? A-t-elle demandé. Ce qu'il a fait aux autres femmes. Je lui ai raconté. Pas tout, pas d'un coup, mais suffisamment. Elle a écouté sans m'interrompre, une chose qu'elle avait apprise lors d'une année très difficile quand elle avait 28 ans. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. La femme dans le Sud, a-t-elle finalement dit, elle est morte avant d'avoir pu obtenir justice. Oui. Alors je veux m'assurer que cela aille jusqu'au bout, a-t-elle affirmé, je veux faire une déposition. Je veux que tout ce que je sais soit consigné.
Je n'étais pas surpris, mais j'étais fier, de cette fierté particulière qui ne concerne pas soi-même, mais qui appartient entièrement à l'autre. Nous avons passé le reste de l'après-midi à la table de la cuisine. J'ai fait du café. Elle a ouvert ses historiques de courriel avec Marc et nous les avons parcourus. Ensemble, méthodiquement, en notant tout ce qui pouvait avoir de l'importance. À un moment, elle s'est arrêtée et a posé sa main sur la mienne. Je suis contente que tu aies répondu au signal, a-t-elle dit. C'était l'idée de ta mère, lui. Ai-je confié. Après l'histoire avec ton instituteur, elle avait dit que les enfants ont besoin d'un moyen de demander de l'aide sans avoir l'impression de demander. Claire a réfléchi un instant. J'avais oublié ce détail, que c'était son idée. La plupart des bonnes idées venaient d'elle. L'enquête officielle sur Marc Valory a été réouverte en moins de 2 semaines. Luc et Béatrice ont transmis les dossiers aux autorités compétentes. Et 2 des plaignantes originales ont accepté de participer à la nouvelle procédure. La fille de la dame décédée, quand elle a été contactée, a dit que sa mère avait toujours cru que rien n'aboutirait jamais et qu'elle était soulagée d'entendre le contraire. Je ne sais pas exactement où on est là. Procédure au moment où j'écris ces lignes. Ces choses-là sont lentes, mais elles avancent. Claire a pris quelques jours de congé en mai. Elle est venue presque tous les soirs cette semaine-là. Nous avons regardé de vieux films, travaillé ensemble sur le bureau en chêne, et nous sommes allés un après-midi au bord du lac où la famille d'Hélène avait autrefois un petit chalet. Nous n'avons pas beaucoup parlé de Marc. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Le dernier soir avant qu'elle ne reprenne le travail, elle m'a aidé à accrocher un petit cadre dans le couloir, une illustration botanique qu'elle avait dénichée chez un antiquaire et qui, selon elle, irait bien à côté de la photo d'Hélène. Nous avons reculé pour admirer le résultat. « Je peux te demander quelque chose ?» a-t-elle dit. « Toujours. Est-ce que tu as déjà douté de toi, quand tu enquêtais autrefois et que tu avais un pressentiment fort, est-ce que tu t'es déjà dit que tu pouvais te tromper ?» J'y ai réfléchi honnêtement. Oui, ai-je répondu, à chaque fois. C'est pour cela qu'on construit un dossier. Le pressentiment ne suffit pas. Il faut trouver ce qu'il y a en dessous. Elle a hoché la tête. Lentement. Le signal était le pressentiment, et le travail qui a suivi en était la preuve. Elle a regardé la photo d'Hélène un instant, puis l'illustration à côté. Quelque chose s'est apaisé sur son visage. Je vais l'enseigner à mes élèves, sous une autre forme, a-t-elle dit. Un signal de classe pour quand quelque chose ne leur semble pas correct et qu'ils n'arrivent pas à le dire tout. Oh. Je l'ai regardé. Des élèves de CE2, a-t-elle ajouté d'un ton un peu défensif, ils en ont plus besoin qu'on ne le pense. C'est vrai, ai-je acquiescé. Elle est partie vers 21h. Je suis resté sur le perron et j'ai écouté le bruit de sa voiture jusqu'à ce que le silence revienne. Puis je suis rentré et j'ai éteint les lumières, pièce par pièce, comme je le fais chaque soir. Dans le couloir, je me suis arrêté devant les 2 cadres côte à côte. Hélène et la petite gravure botanique. J'ai tapé doucement sur le mur, 3 fois, du bout des doigts. Puis je suis allé me coucher.